Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Aujourd'hui, Nec Plus Ultra est à Apt dans le sud de la France. Et c'est au tour des savoir-faire de la région que nous allons tenter de vous faire rêver. Voici le sommaire. Les faïences d'Apt font rimer tradition et création. Rencontre avec un nouveau maître de la brocante. Visite de l'atelier d'un artiste à la volonté de faire. Pour commencer, je vous emmène chez l'un des derniers créateurs de faïences d'Apt, l'un de ceux qui savent encore mêler les terres en de somptueuses pièces de vaisselle et de décor. Je vous présente Alain Rigaud, c'est juste à côté. Depuis 3 siècles, Apt est célèbre pour sa faïence fine, un savoir-faire qui a même son musée depuis 2003. Installé dans une ancienne usine de fruits confits, il retrace l'évolution des techniques des potiers. Près de 250 pièces de faïence sont exposées. Leur particularité, leur aspect marbré grâce au mélange de terres de différentes couleurs. Autrefois, toute famille raffinée possédait de la faïence d'Apt. La faïence d'Apt, c'est le premier fleuron de cette aventure industrielle qu'évoque ce musée ici. Et la première période, ça a été dans Castellet, 18e, avec probablement, je dirais, des ouvriers italiens qui savaient déjà beaucoup de choses sur la faïence. Et puis la deuxième période, qui est la grande période industrielle que nous avons ici, représentée par le 19e, dont le point, je dirais, d'apogée est en 1860, qui va trouver une période évidemment très très difficile qui va suivre, qui est celle de l'arrivée du chemin de fer, qui va concurrencer tout de suite, je dirais, le produit aptésien, avec Sarreguemines, avec Luménéville, avec toute la porcelaine anglaise, etc. Et puis ensuite, alors la troisième phase, que nous vivons encore aujourd'hui, et qui est celle de l'artisanat. L'artisanat qui va, lui, de son côté, se replier sur la spécialité technique, car on trouve aussi à Apt une espèce de grande fidélité dans les techniques et dans les formes et dans les couleurs. Une production favorisée par l'abondance de terres argileuses. La grande diversité des terres de ce pays, notamment on dirait en gros du Vaucluse si vous voulez, a fait l'objet d'ailleurs de plusieurs communications de savants, car c'est un territoire tout à fait exceptionnel au niveau minéralogique. On trouve dans le Vaucluse toutes sortes d'argiles qui sont plus ou moins oxydées, avec des jaunes et des rouges, et toute une gamme même de jaunes, du jaune de Naples en allant jusqu'au jaune le plus foncé. Donc cette extrême richesse, cette extrême diversité a fait que les terres flammées, donc les terres mêlées si vous voulez, ont pu se maintenir au niveau artisanal, même s'il y a une fidélité au jaune. Depuis 1986, la famille Rigaud perpétue la tradition des terres mêlées. L'atelier réalise des copies de modèles anciens et propose des pièces contemporaines. Chaque plat est le résultat d'un processus long et précis. Cette partie liquide, on va la verser dans un bac de décantation pour que cette terre, dans l'avenir, devienne pâte. Combien de temps? Il faut compter à peu près une dizaine de jours. Et ensuite, ce bac, je vais le travailler tous les jours pour retourner la terre. Et cette terre va sécher et devenir pâte tout simplement. À plus de 70 ans, Alain Rigaud aime toujours créer dans son atelier. On travaille, comme on peut voir là, en millefeuille. Et de ce millefeuille, où on fait du tournage, et on prend 500 grammes, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ce qu'on a besoin, ou on fait le traditionnel. Et là, alors, on découpe morceaux de 20 à 30 grammes et on fait le dessin sur une plaque qu'on va estamper sur un moule après. Le plat ainsi démoulé doit encore sécher plusieurs jours. Toutes nos formes, c'est des formes de moustiers, d'Apt, de faïenciers et d'orfèvrerie, puisqu'à l'époque, les moules étaient faits sur des modèles d'orfèvrerie. Entre le premier pétrissage et la sortie du four, près de 3 semaines sont nécessaires. En décor, c'est toujours unique. On ne peut pas reproduire, on fait à la main 20 grammes par 20 grammes ou même en faisant le millefeuille. C'est chaque fois des pièces uniques. Elles ont le même ton, la même couleur pour la même cuisson, mais en décor, elles seront toujours uniques. Ici, les artisans sont aussi des sculpteurs. L'aptésien n'est pas tellement un décorateur au pinceau comme on est à Moustier ou à Marseille ou à Rouen ou à Nevers, mais c'est un sculpteur.
On peut le voir à partir de tout ce qu'il y a ici. On sculpte des objets très fins, que ce soit des personnages ou que ce soit du floral. Et puis on le recolle à la barbotine sur des moules qui ont été évidemment estampés d'une manière plus courante et de plus en plus industrielle, comme c'est la période ici. Dureté et brillance caractérisent cette faïence. 2 pièces faites avec la même terre, mais un avec une couverte du commerce et l'autre avec une couverte de notre fabrication. Le léger voile d'émail transparent fait ressortir les veines. Si vous cassez cet objet, vous verrez que les terres mêlées sont dans la pâte. On peut dire que les fours se sont allumés en 1720 et ne sont jamais éteints à Apt. Apte à compter jusqu'à 200 faïenciers. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée. L'artisanat local survit grâce à l'opiniâtreté de certains artisans et puis il va survivre, j'espère, ou en tout cas prendre une autre dimension avec la volonté politique qui est bien d'aller dans l'aide et l'accompagnement des artisans qui sont là et ceux qui sont en train de se former pour exercer ce beau et noble métier. La ville mise sur son patrimoine. L'accompagnement, c'est permettre aux artisans de se former, permettre aux artisans de s'installer, permettre à tous ces métiers d'être connus, visibles sur le territoire, donc un accompagnement en matière de communication, de façon à ce qu'ils soient le plus insérés dans le tissu économique, touristique et culturel du territoire. Ces céramiques donnent un air d'été ultra raffiné à nos tables. C'est à l'île sur la Sorgue que je vous emmène maintenant rencontrer Pierre Violet, un brocanteur de luxe, c'est-à-dire un brocanteur pas tout à fait comme les autres. D'ailleurs, cet ancien avocat plaide parfaitement pour son métier et moi, je la quitte tout de suite. L'île sur la Sorgue est le paradis des chineurs. Après Londres et Saint-Ouen, c'est la 3e ville européenne du commerce des antiquités. Rencontre avec un brocanteur pas comme les autres, Pierre Violet, et l'heureux propriétaire de cette maison classée du XIVe siècle. Une nouvelle vie pour cet ancien avocat d'affaires. S'il a quitté sa robe, il a gardé le titre. Ça ne pouvait être que mon cher maître. C'était les réminiscences, c'était mon métier, c'était une vie passée extraordinaire que j'ai vécue en tant qu'avocat et c'est mon souvenir quotidien d'une période heureuse. C'est tout, mon cher maître. Voilà. Le maître des lieux a choisi chaque objet avec amour. Je n'ai acheté que les objets que j'aimais, ceux qui m'ont fait des clins d'œil. En définitive, c'est aimer posséder. Et il est toujours très difficile, surtout lorsqu'on n'est pas de ce métier au départ, à un moment donné, de prendre la décision de se séparer de ces objets. C'est un arrachement. Et on essaie de rechercher le client qui va mériter qu'on lui transmette. Non pas tant qu'on lui vende, c'est un peu trivial la vente, c'est un point de passage obligé, mais c'est trivial. Et qu'on lui transmette cet objet dans lequel on a investi de l'amour, de la tendresse, parfois de la passion, mais qui, au bout d'un certain temps, devient extrêmement encombrant lorsqu'il est accompagné de tellement de compagnons qu'on ne sait plus, en définitive, en parlant au quotidien, où les mettre. Une passion pour le beau et l'insolite transmise par son grand-père. Mon grand-père Gustave Violet, architecte et qui était surtout sculpteur, occasionnellement peintre, s'est avéré être un ami cher d'Aristide Maillol, dont il a même été le témoin de mariage. Et autour de mon grand-père et d'Aristide Maillol, en Catalogne, à cette époque, l'école de Céret, ont évolué des gens extrêmement connus, Matisse et d'autres. Et je dirais que j'étais imprégné de tout ça, mais comme on s'imprègne sans s'en rendre compte, sans le savoir. Et j'avoue que plus tard, à un moment donné, ça finit par ressortir. Il aime partir au petit matin dénicher des trésors. Au départ, c'est pour moi que je chine. Des choix guidés par une seule loi. Et c'est l'objet qui vous choisit. À un moment donné, cet objet, on le voit et c'est lui qui vous attire, c'est lui qui vous appelle et vous répondez à l'appel de l'objet. Mes objets sont authentiques. J'ai mes forces de trouver des objets qui est une âme. C'est un peu pompeux quand on parle de brocante de dire à l'objet qu'il va avoir une âme, mais ce sont ceux-là que je recherche, ceux-là que je trouve, ce sont ceux-là qui m'appellent.
Pierre Violet aime particulièrement les œuvres d'artistes méridionaux. Et ça, c'est l'effet de hasard. Un jour, j'ai vu une pièce, j'ai dit, mon Dieu, que c'est joli. Qui est cette personne? Personne ne savait. Alors, j'ai cherché dans des livres, j'ai posé des questions. On m'a dit, c'est un tel qui habitait à tel endroit. Et puis, j'ai voulu en avoir une seconde, une troisième. Et puis, vous savez, après, on devient chasseur. Hein, on prend sa besace et on va partout essayer de trouver l'objet en question, l'objet de cet artiste-là. Il s'est constitué une collection de majoliques, d'imposantes poteries venues d'Italie. Ce sont des têtes que l'on retrouve très fréquemment en Sicile notamment parce qu'il y a une légende. Il y avait un prince mort, c'était celui-là avec sa barbichette, qui était très amoureux d'une princesse locale sicilienne. Et il a fait tout ce qu'il a pu pour la séduire. Il fallait absolument, non seulement qu'il la séduise, mais on va parler trivialement, qu'il la mette dans son lit. Et en lui promettant le mariage, en lui promettant tout ce qu'on promet aux femmes naïves, il a fini par aboutir et aller jusqu'aux fins qu'il espérait. Et dès qu'il a consommé, il a abandonné. À ce moment-là, la jeune femme en question est tombée dans un malheur absolument extrême et elle a, je ne sais plus par quel artifice, réussi à le retrouver et on a coupé la tête du prince mort. La jeune femme a été punie de ce meurtre et on a coupé également la tête de la jeune femme. Il faut dire que les têtes de ces cadavres avaient été mises dans le jardin. Et pour perpétuer la mémoire et le souvenir de cette histoire incroyable, on a créé ces céramiques et ces majoliques, un prince mort et une princesse. L'ancien avocat plaide pour des prix vrais. Voici sa défense. Le véritable prix de l'objet, c'est le prix que le client est prêt à payer et le prix auquel le vendeur est prêt à le céder. Quand on ne prend pas le client pour un crétin, et qu'on ne lui fait pas passer des vessies pour des lanternes, ce qui est un autre problème. Son maître mot, authenticité. Et que je sois le moins cher, la chance que j'ai, si vous voulez, je suis en fin de carrière. Je suis un brocanteur d'occasion. Hein. Ce n'est pas un pléonasme, mais je suis quand même un brocanteur d'occasion. Et j'y viens. Et j'aime ce métier, et j'aime énormément ce que je fais, et j'adore les gens que je rencontre. Et je ne suis pas là pour leur prendre l'argent dans le fond de la poche. Je suis là pour leur vendre un objet, en tirant un profit, dont je ne cherche pas à faire en sorte qu'il soit pharaonique. J'ai la chance de ne pas être tenu à ces contraintes d'ordre matériel qui peuvent pousser certains à, je pense, commercialement commettre des erreurs. Malgré une vie déjà bien remplie, Pierre Violet a toujours des projets. Est-ce que j'ai encore des rêves? Oui, je pense qu'on a toujours des rêves. Mais en qualité d'antiquaire et de brocanteur, c'est de faire plaisir. Faire plaisir en se faisant plaisir, et si c'était le secret du bonheur? Celui que je veux vous présenter maintenant est un plasticien, un artiste hors du commun. C'est lui qui décore les plus belles maisons du Sud et surtout celle du Luberon, c'est l'homme de fer, ou plutôt le génie du fer qu'il travaille avec une audace et une maîtrise qui forcent l'admiration. Rencontre avec Serge Paiocchi. Ses créations surprennent par leur audace esthétique et leur originalité. Serge Paiocchi a une volonté de fer qui fait plier tous les métaux. Né à Apt, il s'est très tôt passionné pour le fer forgé et c'est petit à petit que l'artisan est devenu artiste. Artisan, ferronnier, et puis après, ouais, parce que c'est des étapes en fait. C'est des étapes que vous passez, quoi. Au début, vous faites un travail classique, et puis après, au fil du temps, vous bifurquez vers des choses beaucoup plus artistiques, quoi. Une suite logique pour lui. C'est vrai qu'il y a des choses techniques qu'il faut savoir, mais il y a des choses qu'on imagine dans sa tête, quoi. Et après, c'est comment arriver à le faire, voilà. Alors, souvent, je vais voir des clients, ils me disent « Tiens, on a pensé à ça », ou « Mais bon, on ne sait pas si c'est possible ». Et puis bon, moi, je me rends compte que pour moi, sur le coup, des fois, c'est des choses un peu compliquées. Je leur dis « Non, ça, on ne va pas y arriver ». Et puis après, je réfléchis, je les rappelle 2 jours après, je dis « Bon, mais ça va, j'ai trouvé la solution, quoi ».
Serge Paiocchi prend son pied à repousser ses limites. C'est des semelles de géants, ça. Voilà. Et ça va faire quoi à la fin? Mais à la fin, ça va faire un portail qui va être devant une société, en fait. Parce que j'essaye de m'adapter aux clients chaque fois. C'est un monsieur qui est podologue. Quand je suis rentré chez lui, que j'ai vu ces différentes semelles qu'il utilisait dans son travail, je lui ai dit, voilà, votre portail, il est là. Alors il me regardait, il ne comprenait pas. Et après, j'ai pris quelques semelles, je les ai étalées sur la table. Et là, il m'a dit, ah ben oui, c'est bien. Mais il m'a dit, allez, faites ça. Et puis voilà. La simplicité formelle de ces créations cache une réalisation souvent complexe. Exemple avec cette roue de 15 mètres. Techniquement, l'idée de cette roue, c'était qu'elle tienne debout sans qu'on voit aucun support ni rien. Alors je commençais beaucoup à réfléchir à ça. Je savais calculer de moi-même à peu près la résistance, mais après il a fallu que je trouve un ingénieur qui veuille bien me calculer la résistance des matériaux. Et il m'a tout rentré dans un ordinateur pour avoir les forces du vent et tout ça, pour que ça tienne debout. Et c'est assez impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que cette roue, elle a roulé dans l'herbe et qu'elle est restée là et on ne sait pas comment elle tient, quoi. Autre prouesse, ce géant de près de 6 mètres au mât des Andéoles. J'adore m'inspirer de la nature, tout en essayant de faire des choses contemporaines. Mais après, je me suis rendu compte que il y a des ferronniers une centaine d'années qui faisaient des genres de rampes et de portails comme je fais maintenant. Alors que j'avais jamais vu ça, et moi ça m'est venu de moi-même de faire des choses inspirées de la nature, sans copier. Voici son projet le plus impressionnant, un incroyable vaisseau de métal qui lui servira d'atelier et de salle d'exposition. Serge Paiocchi a lui-même dessiné les plans. Les lignes aériennes du bâtiment donnent une impression de légèreté. Ben là, on se trouve à l'arrière du bâtiment, qui va être un atelier de production de sculptures et de ferronnerie, qui va être un atelier assez classique à l'intérieur. Et là, par là, on voit la partie avant qui vont être les bureaux et la partie showroom, en fait, qu'on voit sur le plan arrière, là, en ce moment. Ce puits de lumière a des défi de plus pour l'artiste. Ça, je trouve ça très intéressant. On voit où la matière a été découpée, là. Hein. C'était pas évident à trouver, et puis j'ai trouvé d'un coup après. Ça fait partie de mon métier d'essayer de trouver des choses qui sont assez difficiles à faire, quoi. Et chaque fois, c'est un nouveau challenge, quoi. Voilà, c'est comme un peu une sculpture, quoi. Un chantier qui débute par cette maquette. Ben, en réflexion, ça a duré à peu près 2 ans. Après, j'ai fait une maquette. Puis après, quand la maquette a été faite, ça a été tout seul parce qu'on a fait des plans et tout ça par rapport à la maquette. Et puis après, on a mis à peu près, là j'en suis à 5 ans, mais bon, ça commence à être long, alors qu'au départ, c'était parti pour 2 ans. L'inauguration est prévue au printemps 2014. Au départ, il y a une structure assez simple, quoi. Et puis après, on a revêti le tout avec une couche de curtain. Alors après, vous allez me dire, ça va chauffer. Et puis en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une ventilation. Ça chauffe les plaques par l'extérieur. Et une ventilation qui se fait, une convection naturelle. Ça remonte l'air. Si vous voulez, l'air chaud a tendance à monter. Donc ça fait une ventilation permanente. Et si vous mettez la main entre le mur en briques et le curtain, ben, c'est complètement assez frais même. Cette réalisation sert aussi de vitrine à Serge Paiocchi pour montrer son savoir-faire. Pas encore fini, elle a déjà attiré plus d'un regard. Si c'est pas moi que ça inspire, ça va. J'ai déjà des clients qui me disent que ce serait très intéressant de faire une maison dans ce genre. Et le parc du Luberon sont venus me féliciter 2 fois pour mon projet en disant qu'ils trouvaient ça magnifique, que ça s'intégrait dans le paysage. Cet artiste hors du commun collabore aussi avec de grands sculpteurs européens comme Patrick et Anne Poirier ou le Britannique Robert Bradford.
Comptez sur nous, Serge, nous serons là pour l'ouverture de cet atelier. Merci de nous avoir suivis. Merci à la mairie d'Apt de nous avoir aidés dans notre travail. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook où vous pouvez revoir cette émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. C'est un havre de paix perdu au milieu des champs de lavande. Voici la bastide de Capelongue à Beaunieu, en Provence, l'occasion de déguster la cuisine d'Édouard Loubet. Pour ce chef doublement étoilé, la saveur est dans le pré. Il possède un jardin et un potager bio. C'est en travaillant auprès du Savoyard Marc Vera qu'il a découvert les herbes aromatiques. Le chef prépare une cuisine inventive et généreuse. L'établissement propose aussi 17 chambres au décor provençal, une adresse raffinée pour profiter du calme du Luberon.